Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir le chirurgien Oren Marco, spécialiste en chirurgie réparatrice et esthétique. Il officie notamment à l'hôpital Saint-Louis en service de chirurgie plastique. J'ai connu Oren Marco sur Insta sous le pseudonyme de Dr Beauty. Son contenu sur la médecine esthétique informe tout en étant super drôle. Plus important, on dit de lui qu'il est pédagogue et doux, ne pousse surtout pas à la consommation. Ça, c'est hyper important. Vous le savez, j'ai déjà reçu un chirurgien cardiaque dans La Leçon et je me questionne toujours sur ce métier où l'échec ne doit pas avoir sa place. Alors comment est-ce qu'on apprend ? Hello Oren. Bonjour Pauline, merci de me recevoir ce matin. L'échec, si c'est ça dont on va parler aujourd'hui. L'échec, effectivement, avant d'arriver à une carrière de chirurgien, on doit passer par des études qui sont très très longues, et notamment par un concours. Avant de pouvoir continuer la fac de médecine, il y a un premier concours. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé récemment dans les réformes pour les étudiants en médecine, mais en tout cas à mon époque, c'est-à-dire que j'ai passé le bac, on était en 99, on avait un concours de médecine à passer. Et un concours basé sur maths, physique, chimie, anatomie, etc. Et un concours extrêmement difficile et très 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 sélectif. Toi, t'étais bon à l'école, c'était quoi ton niveau ? Je dois avouer que c'était pas que j'avais des facilités, j'ai toujours été quelqu'un de très très organisé, et du coup moi je viens de banlieue, une banlieue un peu chaude, je viens de Sarcelles, où j'avais pas forcément ni les moyens ni rien du tout, mais j'ai toujours été un peu studieux et un peu bosseur. Et effectivement, oui, j'ai eu une mention très bien au bac. Oh ouais, pas mal. Donc dans mon lycée, j'étais un peu connu, j'avais même eu une prime parce que la mairie félicitait les gens qui avaient la mention. Donc pour moi, j'avais un niveau plutôt très bon au lycée. Ouais. Et donc je venais de ma petite banlieue et je me suis inscrit en fac de médecine parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis tout petit. Et même faire chirurgie plastique depuis tout petit. Donc pour moi, faire médecine, c'était uniquement pour faire ça et pas autre chose. Et effectivement, je suis arrivé du coup en octobre à la fac. Le sourire aux lèvres. On y va. Non mais on y va. Je vais passer mon cours. Non, j'étais préparé à bosser comme un fou. J'étais conditionné dans ma tête. Plus de sorties, plus rien. On fait que bosser pendant quelques mois pour passer ce concours. Et là, j'arrive et là, je me rends compte dès le premier cours que tout le monde connaît tout. Je dis mais comment c'est possible ? Enfin. Et en fait, arrivant de banlieue, moi j'ai ni parents médecins, ni parents dans le système, ni rien du tout. Je venais pas d'un grand lycée parisien. Je me rends compte que tout le monde est en train connaît en fait absolument tout, tous les cours. Avant même, ils connaissent les leçons que le prof est en train de dicter. Là, je me dis mais c'est pas possible. Non mais il y a une arnaque là. Il y a une arnaque. Je me suis fait avoir. Et en fait, je me rends compte finalement que tout le monde est inscrit dans un cours privé de médecine, et en fait tout le monde avait commencé à bosser les thématiques depuis la fin du mois d'août dans des écoles privées. Et écoles qui doivent coûter cher. Écoles qui coûtent cher, dont je n'avais absolument pas les moyens, que j'avais absolument pas les moyens de me payer. Mais surtout, j'avais déjà pris 1 mois et demi de retard par rapport à tout le monde. Or, c'est un concours. Ouais. Donc, l'enfer. Puis psychologiquement, de te dire que t'es passé de premier primé où tu sais, c'est comme, je sais pas, dans un marathon, quand on est devant, on a cette énergie qui nous pousse à y rester. Exactement. À tout d'un coup te mettre à la fin du peloton. Exactement. Du peloton. Je ne cours pas beaucoup, tu te rends compte. Mais c'est exactement ça, c'est vraiment se mettre, c'est-à-dire partir avec un handicap finalement. Alors même si on est bosseur et qu'on avait une organisation parfaite, j'étais déjà derrière. 1 mois et demi, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et les partiels, finalement, ils étaient 4 mois après, donc 1 mois et demi de retard déjà, c'était énorme. Et du coup, je me suis mis dans une position un peu de outsider. Et cette position d'outsider m'a fait redoubler d'efforts. Mais malgré tous ces efforts, et après avoir eu mention très bien en bac, je me suis viandé total au concours, total. C'est-à-dire que je suis arrivé limite en train de me dire est-ce que je recommence l'année d'après. Pauvre. Et
Et finalement, bon, donc on finit les partiels, je crois mi-mai. On a les résultats 2 semaines après. Tu te dis quoi, toi? Parce que ça doit être ultra rageant. Parce que là, c'est même pas une question de volonté, c'est injuste, quoi. Ça, c'est horrible, injuste, mais j'ai pas cette notion d'injustice, moi. J'ai jamais eu en fait tu vois, moi c'est pas mon univers que de me dire ils ont de la chance. Je me dis plutôt ok, bon ben. J'ai foiré, soit je me reprends et en fait je vais faire comme tout le monde, je vais me payer la prépa, soit je vais continuer à regarder les autres en me disant la chance qu'ils ont, etc. Bah j'ai plutôt la niaque et donc du coup au lieu de faire ça, moi dès que j'ai fini le concours, en fait je savais en fait au premier semestre que j'étais déjà très mal classé et que je ne l'aurais pas, donc j'ai continué à bosser pour bosser, mais en fait j'ai trouvé un boulot. Et en fait, j'ai bossé du coup comme un fou 6 jours sur 7 entre juin, juillet, même j'avais commencé mi-mai jusqu'à mi-août. Je me suis pris juste 10 jours de vacances en fait en août et tout l'argent que j'ai gagné m'a servi à financer. Alors, je pouvais pas me payer l'année entière de cours privés, mais en fait, j'ai repris du coup, comme tous les élèves, avec l'argent que j'avais gagné, j'ai pris les cours privés du coup en 2e année et ça m'a permis effectivement de prendre de l'avance, de rebosser comme un fou et finalement c'était un bon calcul parce que je suis arrivé extrêmement bien classé au premier semestre et du coup même si le 2e semestre je n'avais pas les cours privés, j'étais déjà dans un rythme de croisière nickel. Et en fait voilà, cet échec, le fait de me dire j'ai raté complètement la première année, ça m'a, au lieu de me dire bon ben laisse tomber, en fait c'est accessible qu'aux gosses de riches, etc. Ben je me suis tabassé à bosser j'étais vendeur dans une boutique. Je le fais parce que j'avais des amis, on a tous autour de ça des amis qui ont tenté médecine, tous n'ont pas passé le concours. Mais on les voyait jamais. C'est-à-dire qu'ils bossaient de 8h du matin, il y avait une petite collation à midi et puis ça se terminait à minuit, mais les 24 heures sont pas extensibles. Toi, comment tu faisais? Alors, j'ai cette capacité non pas à bachoter ou à trop bosser, j'ai une capacité à être très organisée et en fait, je me suis dit OK, bon ben faut pas faire d'erreur. Le système scolaire français, quand on est au lycée ou au collège, on a 1 heure de maths, 2 heures de français, 3 heures d'histoire géo, etc. Ben en médecine, il y a des matières aussi. Médecine, c'est pas une matière. Donc en fait, je m'organisais moi-même un emploi du temps comme au lycée, où en fait toutes les semaines, les mêmes jours, je faisais la même chose à la même heure. Ok. Et en fait, ça me donnait un rythme où tu pouvais jamais en fait finalement te lasser de ce que tu apprenais, parce que tu le bachotais pas pendant 4 heures. T'étais là en train de faire 1 heure d'anatomie, ton heure est terminée, tu passes à 2 heures de biochimie, tu passes à 3 heures de. Et du coup. Ah ouais, c'est une super méthode. J'aurais bien aimé te connaître au lycée parce que c'est intelligent, ça continue de te garder stimulé mentalement. Exactement. Ouais. Je pense que si le système français est fait comme ça, c'est pour une bonne raison. Et du coup, le fait d'avoir comme ça un rythme hebdomadaire d'entraînement au quotidien, c'était super. Et j'ai gardé en fait cette façon de travailler tout au long de mes études. Et finalement, ça m'a porté chance parce qu'il y a un 2e concours aussi à la fin, qui est presque plus dur, je crois. Qui est presque plus dur, mais quand même on est bien entraîné. Et finalement, ça m'a permis d'avoir la spécialité que je voulais à Paris et la ville que je voulais, Paris, parce que j'habitais à Paris, et donc j'ai pu choisir chirurgie plastique à Paris. Waouh, c'est impressionnant. Comment tu as envisagé les choses tout au long de tes études, parce que notre thème c'est l'échec et je le disais en intro, on peut pas se permettre de rater sur une vraie personne. Est-ce que déjà on vous en parle pendant vos études? Est-ce que c'est un sujet ou alors c'est la formation médicale, elle est sous forme en fait vraiment comme un parrainage. C'est-à-dire que quand vous êtes externe ou interne, etc., les tâches qu'on vous donne, elles sont quand même très sécurisées. Et il y a la chirurgie, mais il y a aussi la médecine. Quand on est externe, on apprend la médecine globalement. Et effectivement, la responsabilité, enfin, je veux dire, quand vous êtes externe, on va vous dire, va récupérer le scanner. Et si t'as pas récupéré le scanner à 13h quand tu dois partir, t'es raté, voilà, t'as pas, finalement, il y a quand même ton senior qui va se charger de le faire, par exemple. Donc il y a pas grand chose qui repose sur toi. En fait, t'es en compagnonnage avec tes plus grands et tu vis de l'échec de l'autre et t'apprends finalement des erreurs peut-être
du plus grand, et du coup ça retentit sur toi. Donc on n'a pas de responsabilité. Oui, okay. On n'a pas une responsabilité où on se dit oulala, si j'ai pas fait, il y a quelque chose pour le patient. Non, on est vraiment en compagnonnage et on travaille tous ensemble. Et c'est au contact finalement des plus grands que on apprend aussi de leur échec. C'est rassurant. Ouais, déjà. Bien sûr, non, pour les patients. Pour toi et pour les patients, en fait. En fait, pour les patients, le système hospitalier français et d'études français, il est super rassurant parce que tout est double, triple, quadruple check. Okay. Donc en fait, ça laisse peu de place à l'erreur ou à l'oubli. Donc ça, c'est positif. Et après, en termes de chirurgie, même ça, parce que les actes en fait sont on fait ça petit à petit. Donc, par exemple, au début, on va juste commencer à faire des points de suture sur la peau. La fois, quelques mois après, on va commencer à être un petit peu plus en profondeur. On va aussi avoir des tests pour savoir si on connaît bien les temps opératoires de chaque intervention. Okay. Et en fait, il n'y a pas vraiment tout au long de l'apprentissage il y a aucun risque en fait finalement sur le patient parce qu'on est toujours compagnonné, on est toujours avec des seniors et voilà. On a trop regardé Grey's Anatomy avec les internes livrés à eux-mêmes qui dorment pas pendant 58 heures Alors c'est vrai que les internes, on bosse beaucoup, mais il y a c'est vrai, on est aussi très anxieux parce qu'on a cette impression finalement quand on est interne ou externe qu'on a une responsabilité folle. C'est normal. Mais on a cette impression, et ça c'est bien de l'avoir parce que du coup ça stimule à fond et on fait les choses à fond. Mais finalement, quand on vieillit et quand on prend de la bouteille, on s'aperçoit que vraiment le chef chapeaute tout. Okay. Et donc même moi maintenant qui ai des étudiants et des internes, en vrai je sais que je chapeaute tout et que quand je leur dis de faire quelque chose, je sais pertinemment quelle va être la réponse ou les choses, et du coup ça c'est absolument sans aucun danger pour le patient. Donc mais l'échec en lui-même sur un acte de médecine ou de chirurgie, je dirais pas que c'est un échec, je dirais simplement que par exemple on peut faire des rétrospectives même sans qu'il y ait de bêtises ou d'erreurs, mais par exemple si on a un patient, moi je suis responsable à l'hôpital Saint-Louis notamment des reconstructions et des exéreses des cancers de la peau, et tout cela évidemment il y a personne à l'hôpital, et c'est ça l'avantage de l'hôpital, qui travaille seul dans son coin. Donc quand on soigne un cancer, c'est des décisions pluridisciplinaires avec des oncologues et des dermatologues, et donc du coup quand on prend une décision d'opérer, de faire tel geste ou tel geste, effectivement, ce sont des choses qui sont décidées, c'est collégial. Mais on apprend, on va dire, tous ensemble. Et c'est vrai que c'est pas des échecs, mais on peut avoir effectivement tous les médecins, ils ont un ou deux patients dans leur tête où ils vont se dire s'il lui est arrivé quelque chose, si ça s'est mal passé, s'il y a une complication, ou si même on n'a pas réussi à le sauver. On fait des réunions aussi de morbidité-mortalité, c'est-à-dire que on reprend le dossier a posteriori, on dit bon, là, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce que on aurait peut-être dû prescrire ça plus tôt? Est-ce que ça, pour essayer de comprendre et d'améliorer toujours notre prise en charge? C'est intéressant ce que tu dis là-dessus, de toujours le faire en team et de ne jamais être seul. En fait, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui tire vers le haut réellement, quoi. On a là cette chance, en tout cas, d'avoir un hôpital. Alors l'hôpital public, d'une manière, on va dire, tout le monde sait la situation de l'hôpital public, qui est très difficile, les budgets, les infirmiers, les aides-soignants, le travail énorme, etc. Surtout après le Covid aussi. Mais on a cette chance en France d'avoir un niveau d'excellence de manière pédagogique, de réflexion. On est quand même l'une des médecines les plus avancées, et les gens viennent du monde entier pour se faire soigner en France. Je savais pas. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a un niveau d'excellence, il y a un niveau de remise en question, il y a un niveau de recherche très avancé, et dès le plus jeune âge, on apprend à écrire des articles médicaux, à faire de la recherche, etc. Et on est beaucoup aussi dans l'action. Et quand on reçoit, nous, des internes d'autres pays, on voit vraiment la différence avec les internes français qui sont vraiment brillants. Moi, j'ai toujours, franchement, je suis épaté par le niveau d'excellence de nos étudiants et de nos internes qui sont vraiment au-dessus de la mêlée. Mais je pense que c'est le système qui veut ça. Et c'est bien de garder, je pense, ce niveau d'exigence
au quotidien. Alors oui, il y a beaucoup effectivement de travail, c'est très difficile. Les internes bossent énormément, ils sont très mal rémunérés, mais ils ont un niveau qui est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment chouette. On rayonne aussi par la médecine. Eh ben, je savais pas ça, j'apprends plein de choses ce matin. Tu es quel type de boss, toi, envers tes internes? Alors, j'ai eu 2 phases. Je pense que comme tout le monde, on a des phases où quand tu es jeune boss, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini l'internat, tu passes chef de clinique. Ah ouais, tout de suite? Ouais. Wow. Et donc, tu es le chef des internes. Ok. Et donc, tu es dans une phase, en fait, où tu étais un bébé et tu passes grand et tu as des responsabilités. Et du coup, tu peux être très stressé. Donc, je pense qu'au tout début de ma carrière, j'étais très stressé parce que, en fait, on veut tellement bien faire les choses que quand on demande à l'interne de faire quelque chose, et des fois, et malgré toute la bonne volonté, on n'y arrive pas parce que le timing, parce que si, parce que ça, parce que les rouages, l'engrenage dans l'hôpital, etc. On n'a pas pu faire les examens, les trucs, etc. Du coup, on est un peu stressé. Effectivement, j'étais peut-être un peu dur au départ. Et puis on essaie de s'imposer parce qu'ils ont peut-être qu'un an de moins. Exactement. Aussi. Enfin, c'est logique. Ça, c'est très très vrai parce que en plus dans le service où j'étais, effectivement, c'était un service où les internes passaient à la fin de leur internat, donc j'avais 1 à 2 ans de plus seulement. Oui, ouais. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est comme dans toute entreprise, on a besoin un petit peu de s'imposer, mais c'était pas une volonté d'imposer, c'était vraiment une volonté de bien faire pour le patient et d'avoir toujours des résultats parfaits. Et du coup, c'est un peu stressant. Et petit à petit, j'ai pris confiance en moi, et puis aussi on a un espèce de feedback aussi de nos aînés à nous, donc des professeurs, etc. Et quand vos professeurs vous mettent en avant et vous disent c'est super ce que tu as fait avec l'interne, on prend conscience que tout va bien et qu'on gère bien finalement les situations, et du coup on devient de plus en plus sympa et cool avec les internes. Et maintenant, je pense que mes internes, ils adorent quand je viens à l'hôpital. Alors je suis pas tous les jours parce que je suis à mi-temps, mais je pense que ça leur fait vraiment plaisir de venir au bloc avec moi. Ils me demandent même même s'ils avaient le temps de venir en consultation avec moi. Donc maintenant c'est devenu maintenant je suis vraiment je pense ça leur plaît d'être avec moi et d'apprendre à mon contact, quoi. Et en plus de ça, objectivement, tu bosses tellement mieux pour quelqu'un pour qui t'as de l'admiration, qui est gentil avec toi, qui est respectueux, tu sais, t'as envie de donner le meilleur de toi-même. Si tu te fais humilier par un gros con, s'il y en a aussi. Alors t'essayes de faire le boulot, mais le burn-out à voilà, exactement. Moi, j'essaye toujours d'amener de la bonne humeur, comme je le montre, sur mes réseaux, je traficote rien du tout, tout est vrai. À l'hôpital, donc j'y vais plusieurs fois par semaine, mais je suis à mi-temps, et donc du coup, le fait de venir à l'hôpital public, pour moi, déjà, c'est retourner comme dans ma famille, parce que j'ai été formé dans ce service et j'y suis resté. Et du coup, j'ai les mêmes infirmières, aides-soignants depuis des années, plus des nouveaux. Et les internes qui changent souvent, mais toujours la même équipe. Et en fait, on fait tout de manière très, tout le monde le ressent. On est une équipe, une team. On se marre, on a des coups de stress, mais en même temps, on relativise. Et puis, c'est une super équipe. Et du coup, les internes se sentent bien, je pense, dans le service, et ils ont envie d'apprendre et de rester, quoi. Ah, c'est trop bien ça. Bon, je vais pas reprendre mes études là, ça y est, c'est trop tard. Mais sinon, je te jure, le cœur y est. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce jeune qui cartonne au lycée et qui part, mais vraiment avec le vent là, faire ses études, qui sait pas encore ce qu'il attend? Finalement, toute cette niaque que j'ai eue, finalement, ça m'a fait grandir, ça m'a boosté. J'ai envie de dire, ne change pas grand-chose, parce que finalement, oui, alors ok, j'ai trimé, je prenais le RER à 23h en rentrant de la bibliothèque pour rentrer en banlieue, tout ça. Bon, alors c'est pas grave, parce que finalement, 20 ans plus tard, la vie est bien, tu vois. Donc, et j'ai un petit truc, c'est que je trouve que quand même le fait d'avoir eu la niaque comme ça, d'avoir bossé, de m'être vraiment tapé pour réussir, j'ai un peu peur pour mes enfants, parce que je trouve qu'elles ont un peu trop la vie douce, et finalement d'avoir la vie un peu hard, c'est pas si mal.
Ouais, c'est ça pour en réussir. fait. Est-ce que ta niaque, elle vient pas de ça aussi? Je pense que je vois par rapport à d'autres collègues que j'avais qui habitaient à 10 minutes de la fac, qui avaient leur petite smart pour venir à la fac, ils mettaient 5 minutes pour rentrer, moi je mettais 1h30 pour rentrer à la maison, j'avais même tout ça, si tu veux, tu te rendais compte que t'avais déjà 1h30 de transport, aller et retour, donc tu disais mais waouh, et eux ils sont rentrés chez eux en 5 minutes, en voiture, confort. Ils ont pas bravé la pluie, le métro, le bus, le RER, le truc et tout. Bon du coup moi j'ai un peu la vie normale effectivement, mais tu perdais du temps dans tes concours, dans ta façon de bosser. Et moi je bossais dans le RER et dans le métro pour pas perdre trop de temps. Oui. Bon, mais tout ça finalement, c'est ce qui me permet maintenant de me dire et aussi d'avoir l'assurance d'être sur mes réseaux et d'être bien, quoi, de me sentir à l'aise et d'être fier en fait finalement de ce que j'ai fait parce que je l'ai pas volé, quoi. Non seulement tu l'as pas volé, mais en plus de ça, j'ai l'impression que vraiment on profite mais 10 fois plus de tout ce qui nous arrive. Exactement. Alors moi, j'ai pas le même parcours, mais tu vois, j'ai commencé à Paris, j'étais dans un 9 mètres carrés avec les toilettes et la douche à l'intérieur, donc c'était un 7 mètres carrés, tu vois le truc. Mais le bonheur, le jour où j'ai eu une free box, puis après un appart avec 2 pièces, enfin. Ouais, c'est fou. Et ça permet vraiment de relativiser tous les trucs et de se dire, finalement, en fait, la courbe ascensionnelle, elle est géniale. Et du coup, on profite de chaque chose et on est heureux. C'est vrai que quand t'as déjà tout, même si, après, je jette pas la bière parce que c'est aussi difficile quand t'as déjà des parents qui sont friqués. Tu pourrais aussi te reposer sur tes lauriers et finalement d'avoir quand même fait des concours et des études. Je pense que tu dois prouver de dingue. Tu dois prouver de dingue. Donc en fait, chaque parcours, il doit y avoir quand même quelque chose d'intéressant. Moi j'ai le parcours du mec qui avait rien et qui commence son petit bout de chemin et voilà. Et on essaye toujours de faire le mieux possible et d'aller le plus loin possible. Et là, je me sens pas du tout arrivé. Je me sens juste heureux de ce que j'ai pu réaliser déjà. Écoute, bravo à toi et c'est chouette parce que tu vois ce parcours avec de la tendresse et ça te permet de relativiser comme tu dis et je trouve que t'es plutôt pas mal arrivé. En tout cas, le stop où on est cool. Je sais pas jusqu'où va le trajet en RER de ta vie. J'espère que les sièges sont plus confortables quand même. On verra où ça va nous mener, mais en tout cas, je suis heureux et fier d'avoir bossé et en fait c'est ce sentiment de boulot que maintenant j'ai envie de transmettre à mes filles. Comment tu vas faire alors? C'est assez difficile. Alors j'en ai une, la grande, qui l'a spontanément complètement pris. Alors peut-être parce qu'elle est née à une période où j'étais interne moi et donc du coup on vivait de toute façon dans 30 mètres carrés. Ah oui, non mais tu avais des difficultés mais tu te disais non, c'est pas assez. Je ne vais pas dormir la nuit non plus. Ouais, tu vois, tout se fait et tout et les 2 dernières, elles sont nées dans une période où finalement j'avais déjà commencé à bosser et ça allait beaucoup mieux. J'essaye de leur raconter tout ça, chacune à leur âge différent, et j'ai ma mère aussi qui leur remet une petite couche. C'est des bosseuses, donc je suis content, mais on verra si elles dévient du chemin ou que truc, je saurai les remettre. Tu leur feras faire un petit stage. Voilà, on va faire un petit stage bien comme il faut. Bien raison. Merci beaucoup pour cet épisode super intéressant. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.